Eh bien, nous voilà, Khalid, à nouveau, Nous revoilà. nous revoilà présents, pas de blabla. Comment tu vas? Très, très bien. Bon, alors ça va, et moi aussi. Mais écoute, on va entamer notre premier sujet, hein. Notre premier sujet, on a réfléchi à tout ça. On a décidé de discuter de guerre et paix en Europe après le plan proposé par Donald Trump aux Européens et à l'Ukraine, le plan de paix définitif. Et donc, à l'issue de ce plan de paix, bien sûr, il y a beaucoup de négociations. Alors, guerre ou paix en Europe, le débat, il est ouvert, hein. Ah. Ouais, je vais commencer, c'est ça. Bonjour déjà à tous. Oui, Bonjour. bonjour, on a oublié de dire bonjour. Oh, bonjour. Oui, ben écoute, moi on parlait pendant un moment dans les émissions précédentes de l'importance de l'éducation, de la discipline, qui est importante. Aujourd'hui, on a retiré le service obligatoire. Là, on essaie de réimposer, mais sur le volontariat, Il c'est y aura un service militaire sur la oui, base de volontariat mis en place. Une mesure qui va coûter 2,5 milliards, 3 milliards d'euros, qui, à terme, pourrait coûter jusqu'à 15 milliards d'euros si tout le monde devait faire ce service militaire. si tout le monde devait faire, mais malheureusement, moi, ce que j'ai vu par rapport à mon métier, la pâtisserie, ce qu'on a retiré à ceux qui voulaient travailler en tant que Oui, pour les apprentis, puisque du coup, on a retiré les aides pour les apprentis. On veut taxer les apprentis. Donc, il y a eu, oui, oui. il y a eu quand même un problème, je pense. Et là, aujourd'hui, ben, on leur dit, ben, on a de l'argent à donner à des personnes pour, voilà. Mais après, ce qui est important aussi à dire, parce qu'on parle de plus jeunes, hein, c'est vraiment les plus jeunes sous le volontariat, c'est que l'armée, c'est un métier, c'est vraiment une vocation, tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, faut le dire. Mais ils parlent de nourrir, loger, Tout à fait, c'est ça. mais c'est pas pour tout le monde, en fait, puisque C'est sur la base du volontariat. alors, sur la base du volontariat, mais s'ils veulent faire une carrière, s'ils veulent continuer dans leur carrière, 1400, 1600, avec un déplacement, on rajoute 800 €. Avec une famille, c'est juste pas possible. On est en France, avec une famille, c'est juste pas possible. Et ça, aujourd'hui, pourquoi parce que là, ils sont en demande. Ils sont en demande puisqu'il y a beaucoup de déserteurs, faut le dire aussi. Il y a énormément de déserteurs. Il y en a qui arrivent pas à tenir les bouts, à joindre les 2 bouts. Et il y a aussi ce côté, comment dire, comment dire, difficile psychologiquement. Alors, le service militaire, Mmh. pardon, excusez-moi. Le service militaire, il était obligatoire jusqu'à 97. 97, je crois. Ouais. C'est le président Chirac qui l'a donc supprimé. Mmh. C'était une stratégie opérationnelle, hein. Donc, on a décidé de faire une armée de métier, de professionnels. Et donc, en France, on est connu pour avoir surtout une armée de projection sur de petits conflits. Et aujourd'hui, justement, dans le cadre de l'émission, quand on parle de guerre ou paix en Europe, c'est consécutif, bien sûr, au conflit ukraino-russe, russe. Et les gouvernements européens se projettent sur l'avenir puisque le chef d'état-major des armées et le gouvernement nous dit que on peut se projeter dans 4 à 5 ans avec un conflit direct avec la Russie. Alors personnellement, à titre personnel, je n'y crois pas. Je ne crois pas à cela. Je crois que il n'y aura pas de conflit direct avec la Russie. Je suis plutôt favorable, je pense qu'on autour à la paix. Mais le premier axe de travail qu'on a, c'est bien sûr de remettre ce service, comme tu disais, ce service militaire. Pourquoi faire?
Pourquoi faire? Dans quelle structure? Pourquoi un service volontaire et non pas un service militaire obligatoire? Ben, tout simplement parce que c'est une question de coût. 15 milliards d'euros à temps plein pour les jeunes à partir de 18 ans, c'est pratiquement impossible dans le budget actuel de la France. Alors après, on peut toujours se poser des questions, mais c'est un premier axe de travail du gouvernement sur ce réarmement, on va dire, humain et opérationnel dans l'avenir, puisque jusqu'à présent, tu sais, Khalid, que nous avons eu que des politiques de désarmement. C'est vrai. Il s'aperçoit aujourd'hui qu'en Europe, que la guerre peut revenir. Et effectivement, nos gouvernants se posent des questions sur tout ce retard qu'on a pu avoir depuis des années, mais il faut le rattraper. Et on le rattrape comment? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en faisant un service militaire dit obligatoire, dit volontaire, pour l'instant. Alors, Ben, voilà. j'entends bien du réarmement, tout ça, de parler de ça, effectivement. Mais on a un exemple, Oui. je veux pas dire le mot exemple, mais on le voit à l'Ukraine contre la Russie, pardon. C'est une guerre de drones, en fait. Il y a sur le terrain, ils essaient d'avoir le moins de monde possible. Alors, oui, mais il y a quand même 800 000 Ouais. soldats qui sont engagés pratiquement des deux côtés, Oui. voire un peu plus. Il y a quand même des milliers de Derrière, morts et de blessés. Mhm. C'est vrai que le drone, c'est une nouvelle capacité stratégique et opérationnelle de nos armées aujourd'hui. Le drone, on ne le connaissait pas jusqu'à la guerre ukraino-russe. Ouais. Ce conflit-là nous a mis le drone comme étant vraiment l'élément premier et a rendu pratiquement inopérationnel nos chars. Ouais. Aujourd'hui, on se demande même pourquoi on a des chars d'assaut aujourd'hui. D'ailleurs, la question doit se poser dans les cabinets ministériels, hein, c'est sûr. Hein. Ça va changer. Moi, je le dis, c'est très, enfin, très, très compliqué parce que l'armée elle-même ne sait pas où elle va. On va dire ça comme ça, parce qu'on a vu notre chef des États d'armée qui a devant les maires de France, oui. qui a parlé, je sais pas si en son nom. D'ailleurs, à ce titre, Fréquence Populaire Média a fait une excellente émission, Pedro et Georges, où ils étaient au Salon des maires. Donc, c'est quand même une belle émission. Ils étaient là, bien présents. Et on a pu voir un peu toute la richesse culturelle, politique de nos maires et de notre média. Surtout. Voilà. Surtout. C'était très intéressant à entendre. Non, mais moi, j'ai du mal quand même à. J'ai du mal avec leur guerre, parce que du coup, pour défendre, tout le monde est présent. On est tous d'accord pour défendre notre pays. Pour ça, on est tous d'accord. Puisqu'on a des intérêts à défendre, on a des familles à défendre, on a des mobiliers à défendre pour certains, mais on est tous d'accord pour ça. Mais se préparer pour une guerre qui n'est pas la nôtre, on va dire ça comme ça, ou pour aller faire la guerre ailleurs, ou à quelqu'un d'autre, c'est les gens ont un peu de mal. Et on le voit avec cette année, il y a eu un recensement d'expatriés, 2 500 000, qui sont partis de France. Oui. Je sais pas. Et il y en a d'autres qui vont suivre, je pense. Il y en a d'autres qui vont suivre, parce que s'ils partent, parce qu'il n'y a pas la guerre encore. Il n'y a pas la guerre. Et je ne sais pas s'il y en aura un jour. Mais il n'y a pas la guerre. Mais ils partent pour d'autres problèmes, en fait. Et là, ils se focalisent sur un problème qui n'est pas forcément le pilier des catastrophes et problèmes qu'on a. Ce que je te disais, le problème en géostratégie qu'on a eu, c'est que en Europe, on a cessé de désarmer. D'ailleurs, quand on a vidé nos casernes du service militaire obligatoire, on avait dans cet esprit-là d'avoir une autre doctrine militaire, avec une armée de projection, plus qu'une armée, on va dire, de défense au nom propre de ce que peut être la défense nationale. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que alors je sais que tu es un partisan
Khalid, du désarmement et de la paix. Mais à un moment, il faut se poser de vraies questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des États qui réarment, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, qui est en économie de guerre. Et aujourd'hui, nous, depuis 3-4 ans, on est à, je crois, 5% de PIB au niveau de nos investissements militaires. Mais la question, elle se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer sur cette dynamique de désarmement ou au contraire, justement, pouvoir réarmer ou du moins pouvoir se réorganiser en fonction de nouvelles bases, on va dire, géopolitiques dans l'avenir, mais notamment en Europe, parce que nous sommes quand même... alors, c'est pas l'Europe, on va nous dire que l'Ukraine, c'est pas l'Europe, c'est certain, en termes politiques, mais on n'est pas loin on est quand même dans la zone qui est concernée, je dirais. Oui. Et aujourd'hui, ça nous pète à la gueule, tout ça. Donc, effectivement, il faut se poser les vraies questions. Alors, est-ce qu'on reste sur une stratégie de désarmement ou de paix, ou est-ce qu'il faut se réarmer pour pouvoir, à un moment, pouvoir dire oui, nous avons les capacités de réponse. Il ne faut pas oublier un dernier point, je te laisse la parole, c'est que nous sommes sur un concept de dissuasion nucléaire en France qui nous protège et qui doit nous protéger. Et à ce titre, j'aimerais bien que cette force de dissuasion nucléaire soit renforcée, mais elle soit renforcée pour la France, pas pour les États européens. C'est-à-dire que je n'aimerais pas voir déléguer cette défense, cette dissuasion nucléaire à des pays européens, comme on veut le faire aujourd'hui avec notre gouvernement et notre chef d'État. Non, la dissuasion nucléaire, on doit la renforcer, mais pour la France. Alors, Et je te laisse la parole. comme tu dis, le réarmement, il y a le réarmement des hommes et il y a le réarmement des pays. Ouais. Et donc, quand on parle de dissuasion nucléaire, ce pourquoi ils sont partis en Irak, les Américains, pour un flacon. Mais Oui, c'est pas. mais ils étaient déjà armés, en fait. Je donne un autre exemple. Tout ce qui est le Boko Haram et tout ça, tous ces gens-là sont armés humainement, mais ils n'ont pas de pays non plus. Donc l'arme nucléaire, je ne sais pas si un jour... tout est possible, en fait, mais... Alors l'arme nucléaire dans le monde est en train de se développer. Oui, oui. Pakistan, Israël, on parle de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il y a quand même certains pays qui sont en train de travailler dessus, Ouais. parce que c'est une force de dissuasion, de toute manière, et parce qu'on ne peut pas empêcher les pays qui souhaitent cette arme nucléaire à l'avoir. Qui sommes-nous pour interdire, en fait? Alors, on peut interdire par des traités la non-prolifération des armes nucléaires. Mais nous, occidentaux, qui sommes-nous pour pouvoir nous opposer à certains pays qui souhaitent avoir cette arme? Bon, après, là aussi, le débat peut s'ouvrir. Oui. Mais voilà, on est toujours dans cette stratégie de vente d'armes. Et il faut savoir, et après je te laisse la parole, c'est que si on veut réarmer aujourd'hui en Europe, ça va procurer un réel plaisir à l'industrie américaine, puisque nous achèterons. C'est bien gentil, mais bon, Donald Trump se dit, il est en train de lâcher l'Ukraine et de lâcher, bien sûr, et de dire aux Européens, démerdez-vous. Mais en même temps, il sait très bien que nous allons réarmer et acheter de l'arme nucléaire. Voilà, de l'arme américaine, pardon. Le travail qu'ils faisaient va être remplacé par... Les industries américaines vont fonctionner. Ouais, après, quand on voit beaucoup de pays avec une arme de nucléaire, généralement, c'est pour dissuader les autres pays de ne pas venir envahir leur pays. Mais le problème, c'est que c'est l'effet inverse, en fait. C'est tous ceux qui ont l'arme nucléaire envahissent, en fait, les autres pays, malheureusement. Donc, là, ici en France, comme je dis, tout le monde est prêt à défendre son pays, sa famille. On est tous d'accord avec ça. Il y en a pas un qui va dire non, moi je préfère binationalité, je préfère là-bas. Non, parce qu'il n'a pas grandi dans un endroit où... C'est le rapport de la jeunesse et de l'armée aussi. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui rétablir ce rapport
un peu de fraternité, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce lien aussi a été cassé, entre l'armée et la jeunesse. Enfin, Et c'est il a toujours été, en fait. Parce que durant la ouais, guerre mondiale et tout ça, il y avait les tirailleurs sénégalais, il y avait ouais, des ouais. ouais, mais c'était quand même, ils étaient sur un même combat, mais Mmh. ils étaient tous séparés, en fait. Et mais pour un même combat. C'est, Et toi qui as cette relation particulière avec la jeunesse, mmh, comment tu en parles avec la jeunesse? Enfin, quel rapport ils ont avec, par exemple, l'armée aujourd'hui? alors, Qu'est voilà, a tel lien, est-ce que ce lien n'est pas rompu, quoi? alors ce qui est rompu, c'est, tout ce qui est institutionnel. Ils ne veulent pas entendre parler de l'école, de tout ce qui est, ils veulent pas entendre parler de tout ça. Par contre, tout ce qui est réseaux sociaux, Oui, ben, ils leur inculquent d'autres valeurs, malheureusement. Et ouais, et il y a tellement de branches ouais, sur ces valeurs ouais, là, c'est oui, que ben, il suffit qu'ils aient un moment de faiblesse parce que du coup, c'est comme une arme en fait. Il faut être responsable faut être responsable pour pouvoir, avoir certains contenus. Mais malheureusement, il y a des moments où les jeunes, 14-15 ans, après ça monte encore à 20-25 pour certains, mais heu, lorsqu'ils passent ce cap, ils ont un moment de faiblesse, ils se cherchent, ils essaient de se chercher pour beaucoup, parce que c'est pour ça qu'ils cherchent, ouais, un groupe. Ils sont tous en train de chercher un groupe, donc ça peut être d'extrême ou pas, mais le premier qui va tendre la main à ce jeune, ben, le jeune, il est prêt à tout donner. Ça peut être le narcotrafiquant, ça peut être, peu importe. Donc sur ce côté-là, les parents sont impuissants parce que lorsqu'ils appellent et que j'appelle les jeunes, ben les jeunes, ils disent: «Non mais ce gars-là, il m'a sauvé la vie, tu ouais, peux pas comprendre». Voilà comment ils parlent et ils sont prêts à tout pour ces gens. Donc ces gens-là, vaut mieux qu'ils soient bons, si possible, et tu en as d'autres qui parce qu'ils savent ce qu'ils font en fait, malheureusement. Ils savent ce qu'ils font. C'est des choses que les parents ne veulent pas donner, puisqu'ils veulent, une éducation, propre et ordonnée, et tu en as d'autres à côté qui disent: «Mais écoutez, moi je te donne tout, tiens regarde, si tu veux ça, il y a mmh pas de souci. Si tu ouais, veux plus, beh, fais plus de bêtises». Et surtout, lorsqu'ils leur disent que, parce qu'ils veulent pas d'institution, mais ils sont un peu comme les politiques. Lorsqu'ils ont l'immunité parlementaire ou ouais, autre, ouais, ouais. ah ben ils y jouent. Ben les enfants quand ils sont, mineurs, ben du coup ils jouent aussi de ça, malheureusement. Oui, tout à fait, mais tu as raison, hein, parce que quand on voit, l'attitude du personnel politique, en général, de droite à gauche, hein, Mmh. bon, quand tu vois ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je pense que c'est pas un bon exemple pour la jeunesse dans notre pays, quand tu vois, des gens qui s'invectivent ou qui buzzent sur les réseaux sociaux, qui font que ça, qui fracturent, qui ne pensent qu'à fracturer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réel politique, il y a surtout de la fracture. Et je peux, comme tu dis, je peux concevoir que la jeunesse, la jeunesse est fracturée avec ce monde-là et va dans les réseaux sociaux pour trouver Un réconfort, hein. quelque chose qui les intéresse. Parce que, ChatGPT aussi. et nous, et bien sûr, avec l'IA, Oui ah, aussi, l'IA, aussi. c'est quand même quelque chose voilà, de nouveau, avec un potentiel immense qui, qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose pour l'intellectuel, pour la culture. Voilà, bon, je sais que voilà, la bibliothèque ne sera jamais remplacée, à mon avis, par l'IA, mais c'est même si c'est dans certains domaines nécessaire. Mmh. Mais comme tu dis, cette jeunesse, en fait, voilà, pour revenir à ce que tu disais, elle se jette, Ouais. elle va rechercher son réconfort, ses codes, dans tous ces réseaux-là, et non pas certainement à tout ce personnel politique Mmh. qui du lundi au dimanche, brasse de l'air, quoi. Mmh. Mais c'est assez difficile aussi C'est tout. pour certains politiques, et pas tous. Mmh. Pour certains politiques, c'est très difficile puisqu'ils n'ont pas d'enfants, point. Il y a pas de ils n'ont Déjà pas oui, d'enfants. à la base oui. C'est très difficile de parler d'un problème. Moi, lorsque je parle de problème de certains jeunes, hem,
sur une cinquantaine, j'arrive à me faire Mais un bien sûr, peu une idée, de voir de bien sûr, constater. bien sûr. Mais si on n'a pas d'enfants et que il se passe, je sais pas d'où viennent leur analyse en fait. Voilà. Mais Vois je pas. vais te dire, moi, leur analyse, elle vient les analyses des politiques, Ouais. hein, ben, elles viennent simplement de communicants, c'est tout, de communicants qui sont auprès d'eux, qui leur donnent un discours tout fait, où tu prépares tes interviews à la télé, ou, je veux dire, nous, ici, on est là, on n'a rien préparé, hein. Ah. On prépare rien, nous, on arrive devant une caméra, on n'a pas de communicant derrière nous. Mmh. Un politique, lui, ouais, voilà, c'est la naphtaline, hein, comme je dis. Bon, voilà, tu peux même écrire des livres aujourd'hui sans être vraiment un écrivain, vrai. quoi. C'est vrai. C'est la vérité. Oui. Et je dis ça et je vise personne, hein, pas du tout. Hein, c'est genre, voilà, je reste je veux rester indépendant et assez neutre dans toute cette polémique. Mais quand on voit la culture des politiques d'il y a 20, 30, 40 ans, Ah, et c'est quelque chose. quand on voit aujourd'hui la culture des gens qui sont à l'Assemblée nationale, Mmh. ben écoute, personnellement, et c'est comme mon avis, je me pose un certain nombre de questions. Mmh. Ah, c'est dur. Moi, et il n'y a pas de politique aussi, parce que du coup, je suis pas obligé d'être sur le terrain. Enfin, quand je dis je suis pas obligé, c'est que je suis pas payé pour ce que je fais. Je suis pas payé, donc je le fais parce qu'il y a un besoin. Je le fais parce que j'ai des enfants et autour de mes enfants, il y a des choses qui se passent. Est-ce que tu es forgé? Oui, voilà. Ouais. Tu as ce truc de, voilà, tu te construis, quoi. Tu te construis Oui, une culture, oui, euh, parce que la vie, quoi. comprendre les plus jeunes, même moi, bon, j'ai 46 ans, mais je suis quand même dépassé. Je suis quand même dépassé. Et moi, donc, Ça va tellement vite, en fait. Ça va tellement vite. Mais j'ai besoin de ces jeunes pour comprendre. Voilà. Et, et la politique, les politiques, pour beaucoup, sont dépassés de énormément de côté humain. Le côté humain, parce que, oui, mais tu as raison, parce que le personnel politique, voilà, je vais te dire, je ne veux pas ouvrir de débat, parce qu'on est parti de guerre épée en Europe, oui. mais on peut ouvrir d'autres débats. Mmh. Bon, le problème de l'immigration, par exemple. Mmh. On nous fait croire on fait croire à la population française que ce problème va être réglé d'un coup de baguette magique par une élection. C'est faux. Ce problème sera réglé par la voie diplomatique, parce qu'avant de renvoyer les gens ou avant d'empêcher de rentrer les gens dans un pays, il faut régler d'abord ses propres problèmes nationaux, de frontières, et ensuite il faut quand même avoir la voie diplomatique ouverte vers des pays aujourd'hui à qui on ne parle plus. Et je veux dire, moi, aux gens qui nous écoutent, et notamment ceux qui nous écoutent de l'extérieur ou la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunesse qui nous écoute, notamment sur TikTok, Mmh. je veux leur dire qu'il faut une voie diplomatique. S'il n'y a pas de voie diplomatique, c'est-à-dire que si on n'a pas des diplomates aujourd'hui, si on n'a pas une véritable politique géopolitique, géostratégique avec d'autres pays, on ne pourra pas régler aucun problème d'immigration. Ah, C'est faux. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut entendre, c'est que de l'électoralisme. Voilà, c'est tout. C'est vrai que tout ce qui est immigration, ce que j'entends, tout ça, malheureusement, ce sont beaucoup des gens qui vont pas bien. Je parle de Français. C'est beaucoup de Français qui ne vont pas bien et la f ils racontent leurs problèmes et à la fin, ils disent: «Oui, mais regarde l'autre». C'est toujours ça. Regarde l'autre, lui pourtant il Je est, te dis, tu vois? oui, Ça a été ils font des relations diplomatiques aujourd'hui. Si tu prends par exemple un problème qui nous intéresse en France, parce que Mmh. voilà, c'est à la mode toutes les semaines, l'Algérie par exemple. Ouais. On n'a pas de relations diplomatiques avec l'Algérie. Tu ne pourras pas régler des problèmes C'est vrai. migratoires avec l'Algérie ou avec les pays du Sud global Ouais. dans leur ensemble. Il faut aujourd'hui retrouver une vraie voie diplomatique avec une véritable politique étrangère. Aujourd'hui, c'est le néant. Ouais, Le cas de Boilem Samsal a été réglé par les Allemands. Est-ce normal? Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Regagnons cette politique étrangère, redevenons une nation indépendante et avec ce qui faisait notre force, la diplomatie.
c'est ce que tu C'est dis. comme ça que tu arrives à régler le problème. Ils sont venus, ils étaient neutres. Les Allemands. Ils sont venus, ils étaient neutres, ils ont parlé. Et c'est vrai que la France, je vois dans certains pays du Sahel, lorsqu'il vient en toute puissance et que les négociations vont que dans un sens, Bien sûr. c'est un peu compliqué. Mais bien Ouais, sûr. Tu es effectivement. obligé d'avoir des relations diplomatiques à la base. Si demain tu as un nouveau gouvernement, il faut rétablir des relations diplomatiques avec le gouvernement algérien. Il faut aller vers le sud global. Tous les pays de la Corne africaine, il faut relancer ce dialogue-là. Aujourd'hui, on est exclu de tout ça. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'espoir de régler n'importe quel problème, que ce soit en termes d'énergie, en termes migratoires, si nous n'avons pas des relations internationales apaisées. Dernier mot. Ce sera le dernier mot. Un dernier mot? Ouais. Ben, dans notre... Non, c'est toi, c'est moi. Ouais, On a fini. On a fini. Donc, écoute, comme je te disais, guerre ou paix, Voilà. on espère la paix. On espère bien sûr que le plan de paix sera bien sûr Les gens s'écoutent. accepté, que les Européens accepteront ce plan de paix, même s'il faut le négocier. Et j'espère enfin que les familles ukrainiennes et les familles russes retrouveront la paix. Et c'est tout ce que je souhaite, puisque nous, Khalid, nous sommes des hommes de paix. L'émission, que ce soit avec Seb, on parle constamment de paix. C'est un des piliers de notre émission, je pense. Et donc, si on peut souhaiter la paix pour l'Europe et la paix dans le monde, Et le peuple, oui. et ça sera une bonne chose. En tout cas, merci et on se revoit de suite pour la deuxième partie. Eh bien, une deuxième partie, Khalid. Deuxième partie, une surprise. Mais cette deuxième partie, on a décidé de discuter et d'entamer notre discussion sur ce qu'il va pour le mieux dans ce pays. Parce qu'on est toujours en train d'être négatif, plus ou moins, tout va mal, on n'est jamais content. Et là, on a décidé d'essayer de faire la deuxième partie sur la positive attitude et de discuter de ce qui va bien en France. Alors, Khalid, je vais te laisser la parole. Tu comprendras qu'il y a un petit brin d'humour là-dessous. Et on va entamer quand même des sujets qui sont beaucoup plus sérieux, bien évidemment. Alors, je sais que l'hiver arrive et que beaucoup de gens vont aller de plus en plus mal, malheureusement. Il y a aussi de belles choses. Donc, il y a les fêtes qui arrivent. Ben oui, il ne faut pas l'oublier. Et dans tous les moments où il y a les fêtes, les gens se rassemblent. Et je pense que c'est important de garder cet esprit, parce que beaucoup de gens parlent de religion catholique, chrétienne. Oui. Je pense que la religion est censée relier, que les gens soient ensemble, surtout en ce moment. C'est dur de trouver des choses positives. C'est compliqué. Non, mais bon, c'est vrai que tu as entièrement raison. D'abord, l'hiver, tu as entamé sur l'hiver qui arrive. C'est vrai qu'il fait des températures quand même très fraîches actuellement. Et donc en 2024, nous avons eu quand même près de 900 personnes sans domicile fixe qui sont décédées sur la voie publique en France. 3 par jour, pratiquement. C'est un chiffre dont personne ne parle. Mais alors, c'est un chiffre qui, moi, me fait peur. Il me fait peur parce que je suis humain et que je ne conçois pas qu'en France, 7e puissance économique du monde, soi-disant, nous ayons quand même des gens qui meurent sur la voie publique. Et puis, je n'oublie pas qu'il y avait une promesse électorale du président de la République qui nous disait, je crois, en 2017, qu'à la fin de son mandat, il n'y aurait plus de SDF dans la rue.
Alors, tu comprends bien que tu as entamé là-dessus. Mmh. Moi, je suis personnellement, perturbé par ces chiffres, je te le dis honnêtement. Ah ouais. Et ensuite, tu as entamé sur la religion. Bon, Mmh. voilà, c'est clair que, là aussi, je vois des fractures, mais c'est pas nous, petit peuple, qu'on fracture. Ce sont toujours, soit des associations, soit des élus locaux, soit des politiques qui fracturent les gens parce que, écoute, moi, je vais fêter Noël, à la fin du mois de décembre. Mmh. D'autres personnes fêteront le ramadan quand ça sera la période du Mmh. ramadan. Il y a aucun obstacle à ce que chacun, Mmh. dans chaque religion, fête dignement et avec l'éthique religieuse sa propre, heu, son propre domaine culturel. Et je crois que c'est très important pour chacun, que tu sois, dans la communauté juive, musulmane, Mmh. chrétienne. Chacun a ses fêtes et il est normal dans un pays comme le nôtre, de fêter ses traditions, quoi. Mmh. Voilà, mais comme tu dis, eh bien, c'est ce qui va c'est un point positif, je pense, en France, de pouvoir se rassembler. Moi-même, je veux dire, en période de ramadan, manger des petits gâteaux, hein. Je veux dire, Mmh. voilà, donc on se rassemble, qui que l'on soit, il suffit de respecter, bien sûr, les cultures des uns, des autres. Mmh. Et je crois que c'est un aspect qui peut être positif dans ce pays, hormis le fait que, encore une nouvelle fois, la religion, heu, c'est un domaine sur lequel nos politiques fracturent. Et ça, alors on fracture et ça fait mal à la société parce que Mmh. ça crée de la haine. Il faut que les gens, prennent beaucoup de recul avec ça. Et je crois que tu as vraiment raison tu as pris 2 exemples là, Oui. d'ouverture entre, Bah, les 2 qui vont sont prégnants, quoi, hein. les 2 vont avec, en Ouais. fait. Lorsque il y a un chrétien ou un musulman qui se retrouve à la rue, Mmh. Mmh. il a quand même la porte ouverte dans son lieu culte. Là, on est d'accord là-dessus. Là, on parle de laïcité, tout ça, même les crèches, on en parle, ils en veulent même pas dans les mairies, tout Oui, ça. oui, Mais c'est politique. ça, C'est politique. Mais je trouve ça un peu dommage puisque, je fais les maraudes. Je fais les maraudes. Hem, les SDF sont pas forcément dans la rue, en fait. Ils sont pas forcément dans la rue. Heu, il y en a qui font la quête. Il y en a qui font la quête et qui sont dans la rue, qui voilà, au chapeau. Mais il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, heu, mais qui ont quand même, cette fierté. Parce que c'est la fierté, en fait, qu'ils ont de ne pas aller, vers les aides. Vers les aides ou vers les églises ou les parce que du coup, la porte est toujours ouverte normalement. Il y a des presbytères qui sont vides puisque ouais, du coup, il y a plus de prêtres. Donc il y a un prêtre qui va faire le tour de tous les villages et tout ça. Dans chaque village, il y a une église et un presbytère avec, des logements pour pouvoir loger. Et je connais aucune église qui va refuser, un fidèle de loger ou autre. On a retiré quand même la religion. On a retiré la religion. La religion, elle n'est pas forcément là pour sauver, mais elle est là pour, que les gens, selon le parcours de la vie, se retrouvent seuls et quelqu'un à qui parler. C'est plus ça, en fait. Puisque se retrouver seul et mmh, mourir seul dans l'indifférence, oui, tout à fait. je crois qu'il y a rien de pire. Il n'y a Tu as rien de entièrement raison, pire. oui. Il y a rien de Donc pire, voilà, c'est c'est pour ça que moi sur les maraudes, lorsque j'y vais, je donne alors, il y a beaucoup l'État qui me disent: «Oui, quand tu fais les maraudes, est-ce que tu peux signaler tout ça?» Mais même ça, c'est une chose que je peux pas faire. S'il y a une famille qui est dans une voiture, ils ont des enfants. Donc il y en a qui peuvent avoir 2 voitures. Une voiture pour faire la mmh, toilette, une voiture pour dormir, heu et signaler, c'est les séparer, en fait. Les signaler, c'est les séparer. Il y en a qui préfèrent rester ensemble dans la difficulté, heu, que de placer les enfants à l'ASE, la femme dans un centre, féminin et c'est ça. l'autre, c'est très en fait, C'est complexe. oui, mais Ouais. tant qu'on n'y est pas, on a du mal à comprendre. Après ce qui se passe,
il est vrai que beaucoup d'étrangers n'ont pas cette, je veux pas dire pudeur, je veux dire ils ont pas ils sont pas dans leur pays. Quand ils sont pas dans leur pays, ils vont vers les aides. Tu vois? Si par exemple tu es à l'étranger, tu vas pas faire attention à ce que les gens vont penser de toi, quand tu vas dans un autre pays et du coup, c'est ça qui se passe et du coup, ils vont vers ces aides, heu qui sont vitales parce que la plupart qui viennent d'Afrique avec un froid pareil, c'est fois 4, fois 5, Tout à fait. même si ça reste des humains, mais ils ont pas l'habitude. Ils ont pas l'habitude, comment dire? Ils ont pas l'habitude enfin, ils connaissent pas, en fait, ce froid parce que lorsqu'on est à la rue, lorsqu'on a une maison, on est content de rentrer à la maison. Il fait chaud. On est là, on se met à côté du feu, on est bien et on se relâche. Il y a des gens, en France, qui travaillent, qui rentrent chez eux, ils ont un chez eux, mais ils ont froid encore et ils peuvent pas relâcher. Et ça, c'est difficile. Mais Là, on en vient à la précarité, en général des jeunes à leur ensemble. elle C'est-à-dire est que, énorme. voilà, on est au-delà des SDF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans des Ouais. couples qui travaillent à 2 salaires ou à 2 SMIC, Oui. on a du mal aujourd'hui à payer les factures. Ah, C'est ce qui est. c'est même impossible. Et on revient sur une émission précédente qu'on a fait sur la taxe et sur l'impôt, qui aujourd'hui, ça tue la famille d'ailleurs. Ça Ouais. tue la famille parce qu'aujourd'hui, les gens comptent. On a beaucoup de précarité, beaucoup de pauvreté dans ce pays. Ouais, un peu trop, ouais. Beaucoup. Moi, ça me fait mal parce que je les vois, je suis sur le terrain. Heu, il y a on essaie de trouver des solutions quand même. On essaie de trouver des solutions. Heu ce qui est dangereux aussi, puisqu'il existe aussi, des sortes de capsules, des capsules, qui ont été faites, à l'IUT, des jeunes qui ont fait un projet. Donc c'est pas mal, c'est bien, mais pour demander cette capsule, il faut quand même, se recenser, en fait. À partir du moment où tu es recensé, Heu et beh, du coup, on essaie de voir, quels sont les membres de ta famille qui sont dehors et tout ça et là, l'État peuvent intervenir. Mais, il y en a beaucoup qui évitent tout ça, en fait. Ils dorment un peu partout, Dans une situation dans des dramatique. box dans des box de garage et tout ça. Il y Mm. en a aussi énormément. Mais on est en France et normalement ça devrait pas être le cas. Mais en été en été, c'est différent. En été, les gens lorsqu'ils sont dehors, bah, ils peuvent marcher pendant des heures. Je parle des gens qui sont seuls, hein, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Ils marchent dehors pendant des heures, ils peuvent, sortir, il y a des animations, on peut dormir à la belle étoile. Ça donc c'est autre chose. Mais l'hiver, il faut vraiment qu'on ait son chez soi parce que c'est une culture en fait, d'hiver, préparer l'hiver et tout ça, c'est un peu une culture, européenne Oui, puisqu'en Afrique, il y a pas ça en fait. oui. Il y a pas ça. Oui, c'est compliqué, oui, tout ça, c'est compliqué. Alors tu vois, là, on a commencé l'émission en disant qu'on allait parler de choses positives, Ouais. mais finalement, on n'y arrive pas. Ouais, On n'y arrive pas parce qu'on a tellement de domaines, qui nous entourent, où on voit les gens en difficulté, qu'il est toujours très, particulier de pouvoir parler de l'aspect positif. C'est vrai qu'on nous taxe souvent de parler de choses négatives, Mmh. mais en fait, c'est pas des choses négatives. Mmh. Ce sont des carences de l'État, aujourd'hui, de l'État qui fabrique, et c'est une fabrique à précarité finalement. Voilà où c'est qu'on en est Ouais. aujourd'hui en France. Alors quelle solution on pourrait avoir pour avoir peut-être des gens qui aient un revenu stable, avec moins de taxes, moins d'impôts, un hôpital public qui aille mieux, parce que là aussi c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe, Mmh. et j'appuie sur le mot catastrophe, parce que c'est vraiment une catastrophe, catastrophique ce qui se passe à l'hôpital public aujourd'hui en termes de parcours de soins, pour rebondir sur les SDF et sur la précarité dont tu as parlé, Mmh. qui est une chose très prégnante dans ce pays. Et aujourd'hui, je vais te dire personnellement, hein, moi j'ai 58 ans, tu disais tout à l'heure que tu en avais 46, moi je ne Mmh. reconnais pas le pays que j'ai connu, notamment les années 80, où il me semblait que les gens vivaient mieux.
avec beaucoup plus de sécurité sanitaire, de sécurité sociale, même si dans certaines zones, comme par exemple les Cévennes gardoises ou autres, on subissait la désindustrialisation et les friches industrielles, mais c'est-à-dire le chômage, ça a commencé là, hein, je veux dire, bon. Mais il me semblait qu'on vivait mieux. Alors, Voilà. alors, Et on en vient toujours à l'euro. ouais, ouais, ça. Voilà. Ça, là, moi, c'est quand j'étais à l'étranger, parce que du coup, j'ai beaucoup voyagé et je suis revenu en France il y a 18 ans, 17 ans, 18 ans. Mais sinon, j'étais toujours à l'étranger. Mais à l'étranger, je parlais de la France, de tout ce qui était positif. De tout ce qui était positif. Il n'y avait pas un truc... parce que, en fait, lorsque j'étais dans un pays, par exemple, je disais, bon, ben, ici, il y a beaucoup de malbouffe et tout ça. Nous, en France, je parlais comme ça. Regarde. Nous, en France, et tout ça, c'est bien. Regarde les agriculteurs aujourd'hui, tu parles de malbouffe. Regarde, Voilà. l'agriculture qui était censée être un des domaines où on était bien en place, où on avait une agriculture avec des agriculteurs qui bossaient, qui faisaient des bons produits, voilà, ben, c'est un peu la terre nourricière, quoi. Mmh. Mais aujourd'hui, on en est aujourd'hui, nos agriculteurs, il y a une vague de suicides exceptionnelle dans l'agriculture. Ouais. On a en viticulture, dans le sud de la France, on a de l'arrachage à Tire-Larigot. Il n'y a plus rien qui va. Puis on a le Mercosur, dont à Paris, on nous fait croire que ça serait la recette miracle. Et Mercosur qui est négocié depuis 20 ans, parce que ça, on ne l'entend pas assez, et nos hommes politiques ne le disent pas assez. Ça fait 20 ans qu'on négocie le Mercosur. Ça fait pas 6 mois, ça fait 20 ans qu'on le négocie, et aujourd'hui, on va anéantir notre agriculture, sans parler, bien sûr, de l'Ukraine et les agriculteurs ukrainiens ou des multinationales ukrainiennes qui vont déverser entre le poulet et les œufs des milliers de marchandises en tonnes qui vont détruire l'agriculteur français. Et là, moi, finalement, la conclusion, qu'est-ce qu'on peut trouver de positif aujourd'hui dans le pays? Mais c'est pas possible. Quelle serait la matière positive qu'on pourrait présenter aujourd'hui? Peut-être l'énergie nucléaire, à la rigueur. On est bon, là on est bon. Oui, on est bon. Moi, je trouve qu'en France, on est bon dans comment Airbus, voilà. non, dans L'aéronautique, peut-être. l'adaptation, en fait. La réadaptation, parce que du coup, comme les choses vont mal, C'est normal. on arrive quand même à s'accoutumer, en fait, de beaucoup de choses qui vont mal, très mal même. Moi, je vois ça par rapport à... En fait, si on arrive à réussir en France, à survivre en France, partout dans le monde, c'est tellement plus simple. On se rend pas vraiment compte. C'est vrai qu'on travaille... bon, on a descendu sur les 35 heures et tout ça, mais ça, on parle plus des fonctionnaires, parce que un agriculteur, tu peux pas parler des 35 heures. Ouais, c'est pas facile. Un artisan, le contraire. c'est compliqué. Donc, mais il y a une adaptation qui se fait, qui est beaucoup plus rapide, je trouve, hein, dans tous les domaines. Moi, j'ai aimé, pendant le Covid, il y a eu de la solidarité qui était présente. L'adaptation, moi, chez moi, j'avais le café était gratuit pour les pompiers, policiers, ambulanciers, gendarmes et infirmiers, avec un ravitaillement de gants et de masques qui avait plus. Mais il y a eu quand même cette solidarité pendant le Covid. Mais chacun c'est chez soi quand même. Mais tout le monde a mis la main à la pâte et j'ai trouvé ça... On en revient toujours à la base. Oui. Et c'est vrai que Pedro en parle souvent sur la matinale, là. C'est l'industrie. Ça. Si on avait des industries, on pourrait avoir de la richesse nationale. Mais c'est la base de l'économie, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus d'industrie. C'est une catastrophe, en fait. Parce qu'on ne produit plus, on n'est plus indépendant sur quoi que ce soit. On a un déficit du commerce extérieur qui est
abyssal. On n'a jamais vu ça. Donc aujourd'hui, comment tu veux fabriquer de la richesse nationale quand tu n'as pas d'industrie, quand tout le monde s'en va? À un moment, bon, on parlait de taxes humaines sur Oui. de nos émissions, mais il faut arrêter à un moment. Il faut arrêter. Il faut attirer les entreprises. Il faut comment faire pour attirer les entreprises. C'est l'entreprise qui crée de la richesse. C'est l'entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise, la grande entreprise. Parce que ça crée de l'emploi. On crée de l'emploi, on fait rentrer de la cotisation, on fait rentrer, on consomme automatiquement. Mais aujourd'hui, en France, c'est plus le cas. Donc on croule en fait. On est en train de crouler. Voilà. En fait, même si une industrie a envie de s'ouvrir en France, elle ne trouvera pas d'employés. Et c'est pareil pour l'artisanat, c'est pareil, je vois dans l'artisanat culinaire et tout ça. Mais qu'on ne se plaigne pas qu'on fasse rentrer des gens pour travailler chez nous, hein, parce que comme je te Oui. coupe, je m'excuse, mais après Non. ça sort du cœur, hein. Après qu'on ne se plaigne pas, et tu peux mettre n'importe qui au gouvernement, si tu n'as pas la main-d'œuvre pour faire marcher ton entreprise, Oui. tu es bien obligé d'aller chercher à l'étranger. Bien évidemment, ça coule de source. Bah, je veux dire, Alors, on n'est pas idiots. alors le problème là en ce moment, c'est que on crée beaucoup de fonctionnaires, énormément de Ben oui, fonctionnaires. oui, tout à fait, ouais. Donc ça on est d'accord. Après, même pour les boulangeries, les pâtisseries, les cuisines, peu importe, en fait, ils vivent sur des fois les mairies, sur les cantines des écoles, et c'est Bah, par l'argent public. de l'argent public tout le temps. Et en fait, et puis ils cassent les prix, hein, tant qu'à faire. Ils cassent les prix. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on est toujours obligé, si tu veux, entre parenthèses, être payé et que ça tourne, travailler avec les institutions. Mais si tu travailles avec une institution, en tant que boulanger et tout ça, si tu déclares tout, tu ne gagnes rien. Puisque une baguette, à l'époque, tu perdais 15 centimes si tu achetais ta baguette congelée, tu la cuisais, tu perdais 15 centimes. Mais les gens, ils le font en sandwich et autres. Si tu la fabriquais toi-même, tu gagnais 15 centimes. Ça, c'était l'époque. Maintenant, tu perds 30 centimes quand tu l'as fait avec l'électricité. Il y a le blé qui a augmenté, Oui. et la masse salariale, ça devient ridicule. Et tout le monde est en train de vendre pour ça. Et je trouve ça désolant parce que il y avait Monsieur Sarkozy qui avait fait travailler plus pour gagner plus et tout ça. Donc Oui. là, les gens, ils allaient travailler en fait. C'est vrai, hein. Ils allaient travailler Oui, en fait. c'est vrai. Et là, au bout d'un moment, même en tant que chef d'entreprise, quelqu'un va, ah non, sinon je paye des charges, non. Et il va refuser puisqu'il va préférer faire moins, déclarer moins et avoir moins de C'est vrai. charges en fait. On a un très très grave problème économique en France. Ah non, mais ça donne pas envie de continuer ou de s'agrandir parce qu'une industrie, c'est un artisan qui grandit. Voilà, tu es en train de me dire que l'argent public est recyclé pour faire fonctionner sa propre économie. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'argent public, en fait, c'est pas une entrée de masse d'argent supplémentaire, c'est un recyclage de l'argent public qui est réinvesti pour faire marcher nos entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, on ne crée pas de richesse nationale. C'est ça. Voilà, économiquement, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre masse d'argent public sert à recycler notre propre économie. C'est un système qui va s'écrouler, hein. Qui est déjà en train de s'écrouler, Voilà. je pense. Voilà, on va s'écrouler tôt. Ils sont tous en train de survivre comme ça. Je trouve que c'est... Enfin, j'ai mal quand même parce que je vois comment ça se passe à l'étranger et c'est pour ça que ça me fait mal. Et pourtant, je donne des exemples, par exemple, de coupe-pâtes. Ce sont des entreprises qui vendent du pain à congelé. Ben, c'est pas français. Oui, C'est pas français.
c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont vraiment insensées, en fait. Quand tu vois que tu arrives à toucher des baguettes, comme tu dis, à 15 centimes, 30 centimes des fois sur des journées, sur certaines enseignes que Ouais. je vais pas dire le nom, mais Mmh. ça voilà, 30, 40 centimes des fois on te fait des pubs. Bah, il faut bon, voilà, Ils sont en train de je veux dire, on est en tout train de écraser. tout écraser, Ouais. donc c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a rien qui va et on est toujours, on a voulu faire, avec un ton d'humour, Mmh. on a voulu parler des choses qui marcheraient en France et aujourd'hui, finalement, tous les secteurs sur lesquels on peut analyser, tous les secteurs tertiaires, ou autres, on sent que ça ne va pas. Mmh. Ça ne va pas. Et si aujourd'hui, et je le dis, et j'arrête pas de le dire, si aujourd'hui, un gouvernement coupe les aides sociales, ce pays va engendrer des centaines de milliers de personnes dans la misère. Et c'est pour ça que ce pays ne pourra pas couper les aides sociales. Et je défie n'importe quelle politique qui vienne en 2027 à la tête du pays. Le président ou la présidente de la France ne pourra pas couper les aides sociales. On en est là aujourd'hui. La seule issue aujourd'hui, je le dis, moi je bien fait. Personnellement, je milite pour ça. C'est une sortie des traités européens, c'est une sortie des lois supranationales qui nous détruisent. Il faut sortir de cette Europe de Bruxelles pour pouvoir enfin avoir l'espoir, peut-être, de réindustrialiser des pans entiers de notre industrie. Je prends un dernier exemple, le cancer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de lutte contre le cancer, nous sommes dépendants de molécules qui sont produites à l'étranger, ce qui veut dire que si demain, ces pays-là ne nous vendent plus leurs molécules ou leurs produits anti-cancer, nous aurons des difficultés. La moindre des choses, c'est de rapatrier toutes ces industries en France pour pouvoir enfin être indépendants avec des salaires corrects et puis pour enfin assurer notre propre subsistance. Mmh. Voilà, c'est tout. Ça commence par là. Je prends cet exemple, il y en a plein d'autres. Ah oui, on en a vraiment besoin. Moi, dans ce qui est pour manger, parce que le pain, le pain quotidien qu'on dit, hein, pour ceux qui peuvent se l'acheter, en fait, c'est la base, en fait, de tout, hein, toute nourriture, tout repas, en fait. Oui, et quand tu vois les étiquettes, quand tu vois même quand tu fais des je comprends que les gens soient en difficulté aujourd'hui. Il y a une misère, mais je sais pas si les politiques s'en rendent compte. Je sais pas si à l'Assemblée nationale, là-haut, moi je veux bien des débats. Ils ont débattu 125 heures sur des taxes, sur des impôts pour finalement rejeter le budget, sur la partie recettes, 404 voix, contre 1 pour. Mais ces gens-là sont déconnectés de la réalité. Ces gens-là devraient tous démissionner. Je veux dire, ce ne sont pas des sachants, ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie de tous les jours. Ouais, C'est tout. Je veux dire, et nous on le voit tous les jours autour de nous. Je veux dire, on n'est pas des politiciens professionnels, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut exploser ces partis politiques, il faut sortir de là. Il faut une autre offre, il faut une autre vision. C'est mon avis, là, je m'emballe, mais bon. Non, tu as bien raison. Parce que des fois, écoute, Khalid, moi, je suis écœuré de voir ce qui se passe, en fait. C'est tout. Ben, je vais pas te dire un peu plus, mais Je peux, hein. quand je suis revenu La en parole est libre, hein. quand je suis revenu en France, j'ai vu quand je suis revenu en France, j'ai vu le contraste, en fait. Le changement a été très rapide, en fait, très, très rapide. Mais c'était l'excellence dans tout ce qu'on faisait ici en France. Le travail, c'était l'excellence. Même là, le fait d'être, moi, ça fait 18 ans que je suis revenu en France, j'ai l'impression de me ramollir. Parce que, oui. J'ai l'impression aussi, parce que dans certains domaines, lorsque je fais les choses, eh ben, on me marche dessus. En gros, calme-toi, reste petit, fais attention. En fait, il faut pas faire les choses bien. Je trouve que des fois, il y a des choses, quand je parle du social, mais du vrai social, en fait. Mais c'est du social où je ne suis pas payé. Effectivement, il y a des gens qui sont payés pour ça, comme je dis toujours, mais ils n'aiment pas ce côté-là parce que je le fais avec le cœur. Mais
Les politiques, ils vont tourner, ils vont changer. Ceux qui sont dans le social, ils vont tourner, ils vont changer. Oui, bien sûr. Mais moi, j'habite là où j'habite et je ne vais pas changer, en fait. Et du coup, je suis proche de mes voisins, des adhérents qui viennent de mon association, et j'entends ce qu'ils me disent, et on essaie ensemble de trouver une solution. Et là, je vois certaines personnes débattre, hein, tu vois, débattre de plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Et Pas du tout. ça, c'est dur, ça, c'est très, très dur. Et c'est, comme tu dis, hein, des amendements qui sont jetés. C'est pas possible, c'est pas possible. Là, à un moment, ce pays ne va pas. Ce pays, je le dis, il faut tout réformer dans ce pays. L'État, déjà, il faut réformer l'État. C'est la base, déjà. Et quand on aura réformé l'État, il faudra peut-être faire autre chose. Mais aujourd'hui, on est asphyxié, quoi. Bon, après, on pourrait en parler jusqu'à demain, mais là, je vois que notre temps est limité. C'était, voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir dormir dans un lit chaud. Tout à fait, tout à fait. Réconciliez-vous avec vos familles, peut-être demain ne sera pas présent, et voilà, jusqu'à la prochaine. On vous dit à bientôt sur ce débat qui a été ouvert en deuxième partie. On vous dit à bientôt, on vous dit bonne semaine, et on vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye les amis. Back.